Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Mohamedou Oumfa. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, gros plan sur la coopération militaire entre la Russie et le Niger. Du matériel et des instructeurs militaires russes sont arrivés à Niamey la semaine dernière, concrétisant le rapprochement entre la Russie et le Niger depuis l'arrivée au pouvoir des militaires dirigé par le général Abdourahmane Tiani. Comment comprendre ce rapprochement? Quelles en sont les possibles retombées? À suivre le reportage d'Abdoul Razak Idrissa, correspondant de VOA Afrique au Niger, et l'analyse de Sedi Kaba, président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Nous irons ensuite au Tchad, où la campagne électorale pour la présidentielle du 6 mai prochain a commencé officiellement dimanche. 10 candidats sont en liste, dont le président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, et son premier ministre, Succès Masra. Le fait marquant de la semaine, c'est la saisie par les douanes sénégalaises de plus d'une tonne de cocaïne. Nous en parlerons avec Maké Danyoko, journaliste et fondateur du groupe Al-Kouma, une station partenaire de VOA Afrique basée à Tambacounda. À suivre enfin le reportage de notre correspondant Gilles Dasda au Burkina Faso. Il nous parlera d'un centre qui forme gratuitement les femmes et enfants des soldats morts au combat. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage de découverte et d'information dans le Sahel. Du matériel et des instructeurs militaires russes sont arrivés au Niger la semaine dernière, concrétisant le rapprochement entre Moscou et Niamey depuis l'arrivée au pouvoir de la junte militaire dirigée par le général Abdourahmane Tiani. La junte s'est montrée hostile aux partenaires traditionnels de leur pays comme les États-Unis. L'accord militaire liant les deux pays a été récemment dénoncé. D'ailleurs, une manifestation pour le départ des troupes américaines a eu lieu au cours du week-end à Niamey. Reportage de notre correspondant justement à Niamey, Abdoul Razak Idrissa. La chaîne nationale nigérienne Télé Sahel n'a pas donné de précision sur la nature du matériel. Le nombre d'instructeurs n'a pas non plus été dévoilé. Un d'entre eux a expliqué ce qu'ils sont venus faire. Nous sommes ici pour former l'armée du Niger en utilisant le matériel militaire arrivé. C'est le matériel de différentes spécialités militaires pour formation de spécialités militaires. Pour une partie de l'opinion, l'arrivée de ce matériel et de ces instructeurs russes est plutôt bien perçue. Au lieu de prendre des matériaux, venir ici, ou bien eux, ils vont venir dire qu'ils vont faire la guerre avec nous, non. Ils vont venir, ils vont, comment dirais-je, former nos militaires à l'utilisation et au manœuvrage de tout ce qu'ils ont enlevé. Donc moi, ça, j'acclame, je dis c'est une bonne chose. Avec la France qui nous a colonisés durant plus de 100 ans, nous n'avons jamais disposé de cet élément de défense de notre pays. Et en 7 mois avec la Russie, nous disposons déjà de quelque chose qu'aucune colonie française n'en a disposé auprès de la France qui l'a colonisée. Pour l'analyste et ancien ministre Idi Ango Omar, il n'y a pas lieu de dramatiser cette option de diversification de partenariat que les nouvelles autorités du Niger ont pris. Je ne pense pas que le Niger ait choisi le camp de la Russie contre les autres blocs. On est allé du côté de la Russie parce qu'elle offre cette opportunité de permettre de nous doter du point de vue militaire, de doter notre espace pour assurer sa sécurité. Cette dynamique était déjà engagée avant ce soi-disant, entre guillemets, bras de fer avec les États-Unis. Déjà, avec la France, avec le départ des forces françaises, il y avait une exigence ou un souhait de vouloir diversifier le partenariat, surtout au niveau militaire. Donc c'était une dynamique qui était engagée
avant déjà le problème au niveau qui se pose avec les États-Unis. Avec l'arrivée de ces instructeurs et du matériel militaire russe, quelques mois seulement après le départ des soldats français et la récente dénonciation de l'accord militaire avec les États-Unis d'Amérique, beaucoup voient dans l'attitude de la junte nigérienne une volonté de remplacer une puissance par une autre. L'ancien ministre Idi Ango Omar n'est pas de cet avis. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas aux États-Unis et à l'OTAN de revoir sa politique d'approche avec ses anciens partenaires? Dans la mesure où ce que les États-Unis nous refusent, ce que l'OTAN nous refuse, ce que la France nous refuse, nous l'obtenons avec comment on appelle ça, les Russes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est extrêmement important pour tous les partenaires de faire très attention par rapport aux ingérences dans les affaires politiques de nos États. Aujourd'hui, la prise de conscience de nos jeunes compatriotes, de l'ensemble des Nigériens, des Maliens, des Burkinabés, est telle qu'aujourd'hui, ils sont extrêmement sensibles à tout ce qui est question de la souveraineté. Simple hasard de calendrier ou action planifiée, difficile à dire, mais samedi, soit 3 jours après l'arrivée du matériel et des instructeurs militaires russes, une manifestation s'est tenue à Niamey, la capitale nigérienne, avec pour objectif d'exiger le départ des soldats américains du territoire national. La manifestation a drainé une foule immense. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique. Reportage donc de Abdul Razak Idrissa, correspondant de VOA Afrique, que nous retrouvons en direct à Niamey. Bonsoir Abdul Razak. Bonsoir Mamadou. Alors on l'a vu dans le reportage, les instructeurs et le matériel russe sont arrivés à Niamey la semaine dernière. Alors vous qui êtes sur place, comment s'est effectuée cette arrivée? Est-ce que c'était une arrivée en fanfare ou une arrivée plutôt discrète? Est-ce que les populations ont pu apercevoir ces instructeurs et ce matériel? Alors, arrivée en fanfare ou arrivée discrète, difficile de le dire, mais ce qui est sûr, ce sont des images qui ont été diffusées par la télévision nationale que les populations ont suivies pour apprendre donc l'arrivée de ce matériel et de ces instructeurs russes. En tout cas, il n'y a pas eu, si vous voulez, quelque chose de prévu. Vous voyez, les médias n'ont pas été conviés. Et donc, ça s'est fait plutôt, on va dire, dans la discrétion, puisque l'avion a atterri en milieu de nuit. Et c'est la télévision nationale, la télévision d'État seulement, qui a été conviée donc, pour prendre les images. Et du coup, très peu de choses ont été vues. Il y a eu 2 ou 3 éléments de cette force, disons, de ces instructeurs qui ont été aperçus dans les images, mais le matériel, on ne l'a pas vu, on l'a juste entendu dans le commentaire des journalistes de la télévision d'État qu'il s'agit de matériel militaire, notamment un système de défense anti-aérienne de dernière génération. Donc oui, les populations n'ont pas vu en tout cas ce matériel, mais on a aperçu sur les images de la télévision quand même 2 à 3 éléments de ces instructeurs russes. Merci pour ces précisions, Abdul Razak. Alors, on constate, d'après les réactions, notamment celles enregistrées sur les plateformes numériques de VOA Afrique, que de nombreux Nigériens saluent cette arrivée et en attendent beaucoup. Alors, Abdul Razak, quelles sont en réalité les attentes des Nigériens par rapport à cette arrivée de matériel et d'instructeurs et par rapport à la coopération militaire avec la Russie? Alors, lorsque vous échangez avec des citoyens nigériens par rapport à cette coopération avec la Russie et avec, disons, l'arrivée notamment de ce matériel, ce que beaucoup vous disent, c'est qu'ils ont envie de voir autre que ceux qu'ils ont vus jusqu'ici avec les partenaires traditionnels du Niger, la France et les États-Unis, pour ne citer que ces 2-là. Ils ont envie de voir autre chose que ce qui leur a été jusqu'ici montré, notamment dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme auquel le pays fait face depuis quelques années. Ils ont juste envie de voir ce que cette coopération, disons ce rapprochement avec la Russie va donner. Mais vous avez aussi à côté certains qui, comme un
refrain reprennent juste le fait de dire qu'on a besoin de la Russie sur le territoire, mais quand vous essayez de creuser pour leur demander pourquoi, ils ne sont pas capables, en tout cas pour la majorité, de vous dire en fait ce pourquoi ils veulent voir la Russie aux côtés du Niger dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme. Donc, des attentes, oui, par rapport à tout ce qui a été fait jusqu'ici par ses partenaires traditionnels dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, qui est encore là. Oui. Et c'est plutôt cela qui ressort lorsque vous essayez d'échanger avec donc les Nigériens. Merci beaucoup Abdul Razak. On va poursuivre l'analyse avec Sedi Kaba. Il est le président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Bonsoir Sedi Kaba. Bonsoir à vous et bonsoir à vos auditeurs. Alors, les Russes sont donc arrivés au Niger, dans un pays dirigé par un régime de transition. Qu'est-ce qui, selon vous, explique ce rapprochement entre Niamey et Moscou? Alors, depuis le 26 juillet 2023, le Niger s'est engagé sous l'égide du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans la diversification de son partenariat. Puisque, comme on sait, pour justifier le coup d'État contre le président Bazoum, les militaires qui ont pris le pouvoir ont expliqué que les résultats de la lutte contre le terrorisme au Niger étaient insuffisants et que de ce point de vue, il fallait un changement de paradigme. Et ce changement de paradigme passe par le changement du partenariat militaire. Et dans ce cadre-là, des démarches ont été entreprises. Le Premier ministre lui-même s'est rendu à la tête d'une forte délégation à Moscou pour rencontrer la partie russe. Et le vice-ministre russe de la Défense est venu à Niamey. Donc, au cours de ces deux échanges, des discussions ont été amorcées sur le partenariat militaire. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre cette première livraison du matériel militaire accompagné d'instructeurs qui vont apprendre aux Nigériens la manipulation et la maintenance de ce matériel-là. Je pense que d'autres livraisons pourraient venir dans le cadre justement de ce nouvel axe Moscou-Niamey. Alors, les attentes sont nombreuses, on l'imagine bien, pour les autorités de transition et pour même les populations. Alors, au regard des cas de coopération militaire qu'on a déjà observés entre la Russie et certains pays africains, y compris pays voisins du Niger, que faut-il vraiment attendre de Moscou? Donc, je crois que l'offre russe est une offre sécuritaire et militaire. Les Russes vont fournir rapidement au Niger une aviation légère de combat, c'est-à-dire des moyens de transport de troupes, des moyens aériens pour la collecte du renseignement technique. Donc c'est cela que la Russie va apporter. Et je crois que dans le contexte actuel du défi sécuritaire, justement, cela manque au Niger et les Russes vont apporter cette offre. Il faut attendre par la suite, il faut s'attendre aussi par la suite à ce que la Russie prospère aussi dans d'autres domaines que le domaine militaire. La Russie est un grand fournisseur de matières, de céréales, est un grand fournisseur d'entrains agricoles, comme on sait, et tout cela peut être mis dans le partenariat à venir en construction entre la Russie et le Niger, à mon avis. Très bien. Alors, les Occidentaux et surtout les Américains n'ont cessé de mettre en garde les autorités nigériennes de transition contre le renforcement de cette coopération avec la Russie. Alors, les États-Unis peuvent-ils conserver leur base d'Agadez avec à Niamey des instructeurs russes? Quel avenir pour cette base militaire américaine? Non, il me semble quasiment difficile qu'il y ait une cohabitation dans le même temps entre la Russie et les États-Unis dans le domaine militaire. Et comme on sait, la junte militaire nigérienne a dénoncé l'accord avec les États-Unis. À mon avis, aujourd'hui, ce qui se négocie entre Niamey et Washington, c'est le calendrier du retrait de quelques 1200 soldats américains qui sont déployés. Et par la suite, le Niger va récupérer les bases, bien que les États-Unis ont investi des moyens importants pour construire ces bases. On parle de dépenses entre 50 et 100 millions de dollars. Je pense que les Américains n'auront d'autre choix que de les rétrocéder aux Nigériens qui feront ce qu'ils voudront et éventuellement avoir d'autres partenaires. On parle beaucoup de la Russie, mais il faut se souvenir que le Niger a signé un accord militaire en 2019 avec la Turquie aussi. Et tout ça peut être, à mon avis, utilisé dans le cadre du renforcement du partenariat entre le Niger et ses nouveaux alliés internationaux. Alors on imagine, ce n'est pas de gaieté de cœur que les Américains vont quitter le Niger, du moins fermer cette base militaire qui, comme vous l'avez dit, a coûté énormément d'argent. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à une réaction, des représailles, des sanctions de la part des Américains? Que peuvent d'ailleurs faire les Américains et leurs alliés occidentaux? Non, je pense qu'il n'est pas dans l'intérêt. Comme on l'a vu, les Américains
ne se sont pas braqués contre le Niger. Ils essaient même de négocier la possibilité de rester. À mon avis, il n'y aura pas de représailles de façon évidente, mais d'autres leviers peuvent être actionnés par les États-Unis, qui sont particulièrement, par exemple, les principaux bailleurs de fonds du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, et aussi qui ont le MCC, qui est un outil important de coopération. Il faut s'attendre plutôt à ce que les États-Unis montrent au Niger tout l'intérêt qu'il a à continuer sa coopération. Et comme il a été dit dans l'élément sur le Niger, je pense que l'intérêt du Niger, ce n'est pas la Russie ou les États-Unis, mais c'est la Russie et les États-Unis. Il y a une possibilité que chacun joue son rôle. Par exemple, le Russe dans le domaine militaire et sécuritaire, les Américains l'accompagnement dans le domaine du développement, parce que la solution aux défis sécuritaires au Niger et dans le reste du Sahel n'est pas que militaire, elle associe le militaire, le sécuritaire et les questions du développement sur lesquelles les États-Unis peuvent être d'une grande utilité. Merci beaucoup, Seydi Kaba. Je rappelle que vous êtes journaliste. Merci d'avoir analyste politique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et pour terminer sur ce sujet, 3 commentaires que je vais lire parmi les nombreux que nous avons reçus sur la page Facebook de VOA Afrique. Kabore Boukare a dit « Le Niger est victime du terrorisme et veut à tout prix sécuriser sa population, ce qui est son premier objectif. Certains partenaires étaient installés sur le territoire nigérien avec les matériels logistiques modernes, mais n'ont pas aidé le Niger dans une bonne collaboration. » Hassan Gourouza Kiyassa a dit « La Russie nous a vendu des armes et des systèmes de défense de dernière génération, chose que vous les Occidentaux ne feront jamais. » Et puis Mesmer Ibarra dit « La Russie, maintenant que vous êtes sous tutelle russe, essayez d'oublier les anciens partenaires pour une fois. Contentez-vous plutôt de la nouvelle coopération avec Poutine et son bras armé Wagner. » Un grand merci à tous ceux qui ont réagi sur ce sujet. Focus Sahel, la suite dans quelques instants. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations à influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Rendons-nous maintenant au Tchad où la campagne électorale pour l'élection présidentielle prévue le 6 mai prochain a commencé officiellement le dimanche 14 avril. 10 candidats sont en liste parmi lesquels le président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno et son premier ministre Succès Masra. Nani Talani revient sur le lancement et les premiers échos de la campagne électorale. Lors de son discours d'ouverture devant ses partisans à N'Djamena, le général Mahamat Idriss Déby Itno a mis en avant son expérience et son engagement à maintenir la sécurité et la stabilité du pays, fragilisé par des années d'instabilité politique et de violence. Il a également vanté le développement industriel et des initiatives pour améliorer les infrastructures routières et l'accès à l'électricité fiable, tout en se présentant comme le garant de la croissance économique et de la concorde nationale. Conduire une transition au Tchad, ce n'est pas facile. Mais pendant 3 ans, j'ai assuré la continuité de l'État. J'ai préservé l'unité de notre pays. J'ai préservé la paix. J'ai organisé le dialogue national inclusif. J'ai organisé le référendum constitutionnel. Je crois que j'ai respecté mes engagements. Le Premier ministre Succès Masra a quant à lui adopté un ton plus combatif, promettant une rupture avec le régime en place et un Tchad nouveau lors de son premier meeting devant quelques milliers de partisans dans son quartier. Son slogan, l'Alekou, bonjour en arabe tchadien, symbolise sa volonté de proximité avec la population et son engagement à mener une campagne de terrain de porte à porte.
Nous avons voulu consacrer cette première journée à ce que nous appelons le Laleko présidentiel, à saluer les Tchadiens et les Tchadiennes dans tout le territoire national. Nous sommes majoritaires, nous sommes, je dirais, un peu favoris. Les différents sondages, tous les médias compris, y compris les derniers, y compris les plus secrets, nous annoncent gagnant au premier tour. Donc c'est avec cette espérance-là, donc le message que nous allons porter, c'est un message d'espérance, mais un message aussi de possibilité. Certains des 8 autres candidats ont également fait campagne à N'Djamena, mais devant de bien plus petites foules. L'opposition évincée, qui n'a pas pu présenter de candidat, continue de dénoncer un scrutin joué d'avance, orchestré par la junte militaire au pouvoir. Elle qualifie les autres candidats de faire valoir et appelle à un boycott des élections. Le scrutin du 6 mai verra pour la première fois dans l'histoire du pays un président et un premier ministre en fonction s'affronter dans les urnes. Sans transition, après le Tchad, rendons-nous au Sénégal où les douanes ont annoncé lundi avoir intercepté plus d'une tonne de cocaïne dans le sud-est. La plus importante saisie effectuée sur une route du territoire, selon elle. Les 1137 kg de cocaïne en provenance d'un pays voisin ont été saisis dimanche à Kidira, situé dans la région de Tambacounda. Elle en a chiffré la valeur à plus de 90 milliards de francs CFA. Pour en parler très rapidement, retrouvons Maké Danyoko, journaliste et fondateur du groupe Alkouma, une station partenaire de VOA Afrique basée justement à Tambacounda. Bonsoir Maké Danyoko. Bonsoir Mohamedou. Racontez-nous rapidement les circonstances dans lesquelles cette cocaïne a été saisie et comment s'est déroulée l'opération. Vous savez, l'essentiel du travail des forces de défense et de sécurité repose sur le renseignement. Et les douaniers qui font partie des forces de défense et de sécurité ont comme matière première le renseignement qu'ils exploitent. Et sur la base d'un renseignement fiable, un camion apparemment vide a été passé au scanner. Et après ce passage, il a été découvert 1137,6 kg de cocaïne, soit 1 tonne 137,6 kg, qui est de cocaïne conditionnée en plaquettes et mis dans des sacs dissimulés dans le double fond d'un camion frigorifique venant d'un pays limitrophe du Sénégal. C'est le lieu de préciser que c'est la plus importante saisie de cocaïne par voie terrestre jusque-là enregistrée au Sénégal. Et la contre-valeur totale de la drogue saisie est estimée à 90 milliards 960 millions de francs CFA. Une enquête est ouverte et dans les peut-être heures ou semaines à venir, nous serons édifiés sur la provenance exacte et le pourquoi. Voilà, alors merci pour ces précisions. Alors très rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'ampleur de ce phénomène de trafic de drogue au Sénégal et dans la sous-région? Rapidement. Voilà, rapidement, le trafic de drogue est un phénomène très préoccupant au Sénégal. Ces dernières années, force est de reconnaître que le trafic de drogue a augmenté tout au long des côtes ouest africaines. En effet, 80 tonnes de cocaïne ont été saisies sur les côtes ouest africaines entre 2019 et 2023, dont 5,8 tonnes au Sénégal, selon une étude des Nations Unies. Le 31 mars dernier, c'est-à-dire 2024, des agents de la subdivision des douanes de Tambacounda avaient saisi aussi 92 kg de cocaïne dans le département de Tambacounda, en partance pour la région de Kaffrine. Donc oui, je peux confirmer que la drogue est devenue un phénomène préoccupant. D'ailleurs, il y a plus souvent des arrestations au niveau à Tambacounda liées au trafic de drogue. D'ailleurs, si vous allez souvent au tribunal de grande instance de Tamba, il y a beaucoup de procès liés au trafic international de drogue et de contrebande. Merci beaucoup Maké Danyoko, journaliste et fondateur du groupe Alkouma, une station partenaire de VOA Afrique basée à Tambacounda. Merci pour toutes ces précisions. Merci. Alors, après le Sénégal, on se rend au Burkina Faso pour la note positive de cette édition. La crise sécuritaire qui touche le Burkina a fait plusieurs veuves et orphelins dans les familles des forces de sécurité. Ce sont très souvent des personnes abandonnées et qui croupissent sous les difficultés
difficultés financières après la mort de leur conjoint ou de leurs parents. À Ouagadougou, un centre de formation a décidé de leur donner la chance de suivre gratuitement des formations afin de devenir autonomes et subvenir à leurs besoins. Des détails dans ce reportage de nos correspondants au Burkina, Gildas Da. On a souvent commencé par Attention fixée sur les explications du formateur. Lucie Toé, veuve d'un agent des eaux et forêts, apprend les rudiments du métier de plombier. Dans cette salle de classe du centre de formation au métier CFPM à Ouaga, une bonne partie des étudiants comme elle est constituée de veuves et d'orphelins des forces de défense et de sécurité tombés au front. Ici, on suit gratuitement une formation en plomberie. Au début, je me suis dit que ce n'est pas un métier de femme, mais je me suis dit que rien n'est possible à Dieu, que je vais essayer pour pouvoir subvenir aux besoins de mes 2 enfants. Je pense que cette formation va pouvoir beaucoup m'aider à nourrir mes enfants, à les scolariser. Assise au fond de la salle, Micheline Kabori, fille d'un gendarme tombé dans la guerre contre le terrorisme, nourrit aussi ce vœu. Maîtriser les ficelles de la plomberie, un métier pour lequel elle a déjà de l'attachement. Oui, j'ai appris la plomberie. Au fait, c'est un métier que j'aime beaucoup. J'ai l'amour de ça. Donc, j'ai mis tous mes efforts sur ça pour mieux apprendre. Le cours du jour, dispensé par Aloïse Yameogo, ingénieur en plomberie, est bien assimilé. La formation se passe très bien parce qu'ils suivent bien. Ils sont volontaires. Et je pense que c'est ça la réalité aussi de la formation. Au-delà de la plomberie, Joachim Ima, fondateur du centre, a décidé d'offrir d'autres formations dans des secteurs jugés porteurs, comme le carrelage, l'énergie photovoltaïque, la maçonnerie ou la mécanique aux veuves et enfants des combattants burkinabés tombés au combat. Nous avons évidemment jugé bon qu'il est aussi très important pour nous, en tant que structure de formation professionnelle, alors d'accompagner à notre manière, bien sûr, d'accompagner cette France-là de personnes, afin qu'ils puissent évidemment avoir une formation professionnelle qui pourra les permettre alors de pouvoir évidemment s'insérer dans le tissu économique. C'est en début d'année 2024 que Joachim Ima a lancé cette idée avec pour objectif d'aider les services sociaux des armées. La formation est gratuite, mais le centre lui dépense de l'argent pour que l'apprentissage se passe dans les meilleures conditions. La formation, elle est d'abord théorique et après, il y a la pratique. Quand vous regardez la matière d'œuvre même pour 30 personnes, ce n'est pas aussi du jeu. Et si vous regardez, si l'on doit facturer alors par personne, durant 1 mois de formation, vous voyez que vous vous retrouvez facilement avec 9 millions. Au total, 150 veuves et orphelins seront formés dans plusieurs localités du pays. Pour leur insertion professionnelle, Joachim Ima assure qu'il existe un programme gouvernemental destiné à cela. Dans les jours à venir, le centre va offrir des formations aux déplacés internes. Cela va porter notamment sur la culture maraîchère ou la fabrication de savon. L'objectif étant d'amener ces personnes à compter sur elles-mêmes. Gildas Da, Ouagadougou, VOA Afrique. Merci beaucoup Gildas Da pour ce reportage venu du Burkina Faso. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à cette édition de Focus Sahel. Merci au public qui nous a accompagnés dans ce voyage. Merci également à Sedi Kaba qui nous répondait depuis Paris en France et qui a partagé avec nous son expertise sur le Sahel. Je tiens tout particulièrement à remercier et féliciter tous nos correspondants qui nous ont apporté les nouvelles fraîche du Sahel. Mohamedou Oumfa à ce micro, Trésor Matondo et Lionel Gaïma ont assuré la production de cette émission. Nous vous remercions d'avoir écouté et regardé Focus Sahel, une émission que vous pouvez retrouver sur notre site web www.voaafrique.com. À très bientôt sur ces mêmes antennes. Au revoir. C'était
C'était Focus Sahel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète. Vos points de vue, vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus. Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou